Hello à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour le JT du concours Écrit-Com spécial deuxième jour. On va décrypter les différentes épreuves qu'il y a pu avoir ce matin avec notamment l'ESH, la géopolitique, cet après-midi avec l'épreuve de LV1. Ça y est, 2 tiers des concours Écrit-Com ont été effectués. Je vais être accompagné pour ce JT, pour ce débrief du jour de 3 cracks. Adrien pour la géopo, Léo pour l'ESH et Lina pour les langues. On va décrypter tout ça, répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez absolument pas, si vous avez des questions, à directement nous les poser dans l'espace commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Je vais accueillir sans plus attendre et dans un instant Adrien Logel, qui est étudiant à AEM Lyon, qui pour Mister Prépa a réalisé les différentes analyses et qui a planché un petit peu pour étudier tout. Adrien, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît? Hello Dorian, hello tout le monde. Donc, je m'appelle Adrien, je suis étudiant à AEM Lyon. Après 2 ans de prépa à Saint-Jean-de-Douai, où j'ai particulièrement apprécié étudier la géopolitique. Et donc, c'était avec grand plaisir que j'ai répondu à l'appel de Dorian pour vous rejoindre aujourd'hui et parler de tout ça ensemble. Génial, ben, merci beaucoup Adrien. On va se pencher sans plus attendre sur l'épreuve de géopolitique qui a eu lieu ce matin. 2 sujets, un classique décrit comme, pas de surprise à ce niveau-là. Par contre, c'est la première année des ECG, des nouvelles prépas ECG. Qui dit nouvelle année dit qu'il y a eu des sujets zéro qui ont été disponibles. Et cette année, il n'y a plus de dissertation comme il y aurait pu l'avoir traditionnellement, on va dire, au sein de la banque Écricom. Mais cette année, on a le choix entre 2 sujets répartis en 3 questions distinctes avec l'utilisation des documents et on va dire de nos connaissances personnelles. Adrien, toi, à première vue, quand tu as planché sur le sujet, quel sujet t'a le plus inspiré et pourquoi tu te serais orienté sur un sujet plus que sur un autre? Euh, En étudiant les deux sujets, déjà, il y a deux grosses différences, je trouve. Il y en a un qui est beaucoup plus axé économique, qui est le premier sujet, qui est celui sur les FTN. Et l'autre qui est beaucoup plus géopolitique et historique, qui est celui entre la relation entre la Chine et l'Inde. Sur les deux, il y a des éléments d'actualité à donner, donc là-dessus, je trouve qu'il n'y avait pas trop d'éléments différenciants. Par contre, dans la documentation, j'ai trouvé celle du premier sujet beaucoup plus riche et permettait en fait d'avoir des exemples concrets aux étudiants à insérer dans leur copie avec des chiffres. Donc ça, c'est un élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Ouais, Euh, ok. Non, très clair. Très clair. Et du coup, donc on va dans un premier temps se pencher sur le sujet 1 qui est actuellement disponible à l'écran avec 3 questions du coup qui ont été posées avec un premier par rapport à la répartition des 500 plus grandes entreprises. Déjà, voilà, on va répondre question par question. Dans un premier temps, comment tu utilises les docs selon toi et comment tu utilises tes connaissances personnelles pour arriver à avoir un bon mix des deux pour l'ensemble des questions? Adrien, voilà, c'est bon. je suis de retour, désolé. Nickel. Donc pour répondre à ta question, je pense que déjà il faut prendre le temps, comme on avait l'habitude de le faire avec le format précédent, de bien réfléchir aux termes du sujet, de ne pas vouloir se précipiter dans ce nouveau format et s'appuyer que sur les documents, mais commencer par réfléchir avec ses propres connaissances aux questions, et d'ensuite d'aller voir justement s'il n'y a pas des connaissances qu'on peut aller rattacher aux documents qui sont présentés, voire même nuancer ces documents-là. Parce qu'après tout, le but, ça reste d'avoir un plan quand même qui se rapproche de la dissertation dans la réponse à ces questions. Il ne faut pas fournir des réponses simples. Donc oui, commencer par ses compétences et ses connaissances en partant des termes du sujet, et ensuite se servir des documents pour étayer, balancer et nuancer ses arguments. Très clair. Et est-ce que justement, bah voilà, par question, commencer un petit peu à amorcer, à donner des éléments de réponse, notamment par rapport à la première question qui nous met directement en haleine et qui se base pas mal quand même sur la documentation pour celle-ci? Ouais, donc pour la première question, il fallait surtout s'appuyer sur les trois premiers documents, donc les deux tableaux et les graphiques. Et elle est assez intéressante d'ailleurs parce qu'on sent qu'il y a un petit cheminement aussi dans les trois questions, avec vraiment une observation globale dans la première, dans une étude de cas dans la deuxième, et dans un retour à une plus petite échelle, à l'échelle planétaire dans la troisième, mais avec une volonté d'aller justement chercher l'effet d'actualité et la restructuration de l'ordre mondial qui a lieu depuis la fin de la crise du Covid. Donc si on veut répondre à la première question, la répartition des 500 plus grandes entreprises, aussi intéressant, c'est qu'avec le premier tableau, donc celui qui est tout en longueur, on observe bien sûr que les pôles de la triade restent les points dominants euh, dans, euh, dans la domiciliation de ces entreprises et le domaine d'action,
avec les États-Unis en tête, l'Union européenne avec les trois piliers de l'économie européenne qui sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et la Chine et le Japon ensuite. Mais justement, il faut pas rester dans cette dynamique classique de penser que c'est uniquement dans les pôles de la triade, et je pense que c'est ce que voulait vraiment amener les documents suivants, notamment les 4 graphiques, puisqu'on y observe que de manière générale, dans les anciennes économies développées que sont les États-Unis et l'Europe, il y a une baisse de la répartition de ces entreprises-là, des plus grandes 500 entreprises, et qu'à contrario, en Chine, il y a vraiment une explosion exponentielle du nombre de ces entreprises, et donc d'insister dans cette première question sur, oui, un état des lieux actuel qui fait que les entreprises sont réparties principalement dans les pôles de la triade et dans les pays développés, mais que la dynamique mondiale, enfin que la dynamique à l'échelle mondiale se veut plus en faveur des pays en développement ou à développement plutôt rapide comme est la Chine. Et d'ailleurs, on aurait pu s'intéresser et prendre des exemples dans ce tableau-là de pays qui attirent l'attention, tels que par exemple la Malaisie ou encore la Thaïlande. On retrouve une des plus grandes 500 entreprises, donc ça c'est intéressant, ça montre que malgré tout ces pays restent ancrés et s'attachent de plus en plus à la mondialisation, mais aussi remarquer qu'il y a des zones qui sont laissées pour compte dans cette mondialisation, telles que l'Afrique, qui pourtant est amenée à devenir le premier foyer de population de l'humanité. Le premier foyer de l'humanité, et on s'est trouvé sur ça, tu peux reprendre. Voilà, exactement, et qui pourtant est laissé pour compte, puisqu'on voit qu'il n'y a aucune entreprise qui fait partie des 500 premières FTN du monde qui se trouve en Afrique. Non, très clair pour cette première question. On a une deuxième question cette fois-ci qui rentre plus, on va dire, sur le conflit qu'il peut y avoir entre deux puissances mondiales qui sont les États-Unis et la Chine. Dans quelle perspective on peut répondre à ces questions-là, et aussi se servir notamment d'exemples qu'on a pu étudier notamment dans le cours, avec aussi pas mal de faits d'actualité. Donc là, je pense qu'il fallait un petit peu plus se détacher de la documentation qui était fournie, parce que là, ça se base quand même plus sur, on va dire, les appétences et les connaissances plus personnelles. Donc, quelle perspective t'aurais, on va dire, répondu à cette question-là de ton côté, Adrien? Effectivement, comme tu dis, Dorian, pour cette deuxième question, c'était beaucoup moins évident de faire appel à la documentation qui était proposée pour y répondre de manière correcte ou du moins précise. C'est vrai que la guerre qui se joue entre les États-Unis et la Chine n'est pas que économique, même si la question insiste sur la compétition économique. Il faut aussi la ramener dans son côté politique, puisqu'après tout, la géopolitique est amenée à devenir de plus en plus de la géoéconomique, comme vous l'avez sûrement vu en cours. Et donc notamment que les entreprises ont un rôle accru, on l'a bien vu avec la décision récente du Congrès américain d'interdire à tous ses membres d'utiliser TikTok, qui est une des FTN très, très en vogue et très en avant en Chine et dans le monde entier. Et donc on voit bien que les entreprises jouent de plus en plus un rôle. Elles ont un rôle indépendant des États, ça aussi il faut le souligner. C'est pas parce qu'une entreprise est chinoise ou américaine qu'elle répond nécessairement des objectifs du gouvernement d'un de ces deux pays, mais on voit bien que les intérêts sont liés. Et on peut encore une fois prendre un exemple plus concret, qui est peut-être une étude de cas que vous avez vous-même vu en cours, qui est celui de Huawei, qui voulait installer des antennes 5G dans le monde et qui s'est vu contraint de devoir négocier pays par pays ces implantations territoriales. On sait notamment qu'au Royaume-Uni, ça leur a été tout simplement interdit. En France, c'est sous contrainte de s'associer à un opérateur local et dans une certaine proportion du réseau. Donc on voit bien que dans la compétition économique entre la Chine et les États-Unis, il y a ce double pendant, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une compétition économique où on peut effectivement opposer les GAFAM au BATX, mais il y a aussi une composante politique qui fait qu'on ne peut pas le sortir tout à fait de ce contexte-là, et qui fait que d'un côté comme de l'autre, il y a des tentatives d'empêchement d'accéder au marché, que ce soit pour des entreprises américaines en Chine ou des entreprises chinoises aux États-Unis. C'est très clair, et on te remercie pour cette réponse. Encore une fois, n'hésitez absolument pas à répondre aux questions. Rosalie nous demande, est-ce qu'on va répondre on va réaliser l'analyse du sujet d'éco-droit. Rosalie, on va le faire pas tout de suite. Ça sera ça fera l'objet d'une vidéo supplémentaire qui sera postée sur la chaîne par la suite, et qu'on fera très probablement avec William, qui a rédigé d'ailleurs l'analyse qui est disponible d'ores et déjà sur Mister Prépa. Une question 3 qui cette fois-ci ouvre complètement le sujet. Là, je pense qu'il faut
faut absolument se détacher des documents, même si on peut avoir des éléments, et je pense que c'est quand même le bienvenu, de citer des exemples issus des données graphiques qu'on a pu avoir. Mais là, on a quand même des éléments qui font rentrer en conflit cette fois-ci non plus les États-Unis et la Chine, mais directement les entreprises, les FTN, avec directement les États, les initiatives étatiques. Donc là, de fait, on peut citer que ce soit des entreprises publiques ou alors des initiatives qui sont de l'ordre des lois, de la législation, etc. Donc on va dire un sujet qui est un petit peu plus large, mais je pense que là déjà une principale difficulté sur cette question 3, c'est vraiment d'arriver à définir qu'est-ce qu'une initiative étatique. C'est vrai que ça peut être pluriel, ça peut être, comme on l'a cité, une entreprise publique, ça peut être de l'ordre de la législation. Donc là déjà, un terme qui est hyper intéressant et qui est nécessaire de définir. De ton côté, Adrien, comment analyser et comment répondre à cette question 3? Donc effectivement, comme tu l'as dit, on change complètement d'échelle sur cette question. On est à beaucoup plus petite échelle, on est sur l'échelle planétaire. Et il ne s'agit pas ici d'analyser un rapport en particulier, mais bien les rapports en général entre les FTN et les initiatives étatiques. Bien sûr, il serait toujours bienvenu de faire une étude de cas en particulier en prenant un exemple clé. Mais déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que la dynamique a récemment beaucoup évolué entre ces FTN et les États, puisque juste avant la crise du Covid, on considérait justement que l'influence étatique était en diminution dans le monde entier, que les FTN prenaient de plus en plus de place dans la gouvernance mondiale. Mais on l'a bien vu pendant la crise et surtout dans l'après-crise, que d'une part, les États étaient beaucoup plus résilients que ce qu'on aurait pu attendre, en prenant des décisions fortes et qui ont parfois mis à mal leur propre intérêt économique, mais aussi parce qu'ils cherchent dorénavant à s'entendre avec les FTN plutôt que de nécessairement vouloir les combattre. C'est ce qu'on a vu par exemple avec les accords entre les différents distributeurs de vaccins et les gouvernements, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ou même dans les initiatives de dons de vaccins. Ce sont des choses qui se sont faites en accord l'un et l'autre. Mais pour répondre à la question, techniquement, les FTN pourraient contrecarrer les initiatives étatiques dans tous les domaines, du moment que c'est un domaine dans lequel elles sont puissantes, puisque finalement, ce qui permet à une FTN de contrer un État, c'est bien l'intérêt économique et l'enjeu économique que fait peser ces FTN sur les États. On l'a vu par exemple en France avec Monsanto, lorsque le gouvernement a voulu interdire l'utilisation d'un pesticide en particulier, c'est bien parce que on parle d'une firme transnationale qui a un PIB de plusieurs centaines de milliards, que l'État a rétropédalé sur cette décision. Donc effectivement, il y a un rapport de force qui existe, et c'est vraiment dans ces questions, à mon avis, sur ce rapport de force qu'il fallait plancher. Le rapport de force pardon, entre FTN et État, qui n'était pas vraiment abordé dans les points précédents, dans les questions précédentes. C'était purement politique ou économique. Ici, il y a vraiment un mélange des deux, et surtout pointer du doigt le fait que les FTN peuvent nuire aux États, mais que les États peuvent aussi nuire aux FTN, et donc que de plus en plus, il y a cette volonté justement de trouver des compromis et d'avancer ensemble plutôt que de se mettre nécessairement des bâtons dans les roues.